Bon, je crois qu'on peut maintenant commencer effectivement le conseil, le quorum étant atteint. Je vous propose de donc nommer, regardez, Antoine, secrétaire de séance. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Est-ce qu'il y a une opposition? Non? Je suis désolé, Antoine. Voilà. Donc, Antoine est secrétaire de séance et il va procéder à l'appel. Merci. Hélène Rougolen. Représentée par France Lefort, procuration. Marie-France Lefort. Présente. Daniel Gouéran. Présent. Marie-Dominique Bagous. Alors, représenté par Daniel Gouéran. Jean-Paul Blé. Présent. Marielle Veuillet. Présente. Johan Michelosi. Présent. Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Présente. Guillaume Volant. Représenté par Françoise Comeau. Dominique Chêne. Présent. Gaël Barthélémy Lassagne. Présente. Michel Liotto. Présent. Françoise Comeauque. Présente. Joël Albanese. Présent. Nicole Ferrioux. Présente. Michel Giraud. La procuration. Sonia Marcy. Présente. Alban Zakaria. Représenté par Marielle Veuillet. Audrey Bonnet. Présente. Philippe Odier. Représenté par Michel Liotto. Françoise Caillol. Représenté par Audrey Bonnet. Fatma Toile-Clémente. Présent. Emmanuel Butavant. Représenté par Fatma Touen-Clément. Jean-François Dubu. Agnès Pellens. Marc Lévy. Arlette Parola. Pas de procuration, non. Ok. Et Thierry Delis. Présent. Ok. Bon. Alors, premier point, on va essayer d'approuver. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de décision, hein, puisque vous avez fait un conseil il y a quelques jours. Donc, les décisions de Madame le maire passeront donc en septembre. Il n'y aura pas de questions orales non plus. Elles seront en septembre. Approbation du compte-rendu du conseil municipal donc du 28 juin. Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur ce compte-rendu? Oui, allez-y. Avec le micro, si possible. Je souhaiterais juste dire qu'il y a eu un débat dont on peut se féliciter autour des rythmes scolaires et rien ne figure à ce propos sur le compte-rendu. Je crois qu'il s'agissait d'une simple information et dans ces cas-là, effectivement, ça n'est pas mentionné sur un compte-rendu. On peut le voter? Qui est pour? Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Une abstention, mais pas là. Bon, d'accord. Alors, point numéro 1. Soutien aux commerçants du centre-ville, adoption du règlement intérieur, chèque commerce et convention de partenariat. Il s'agit, et c'est donc Dominique Chêne qui nous présentera la déclaration, en évitant s'il peut, je dis bien s'il peut, de la lire, en la résumant et en explicitant un petit peu quelles ont été les modalités. Donc il s'agit de tenter de revitaliser le centre-ville d'Aix-en-Provence, car les commerçants ont eu quelques... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Aix-en-Provence? On va vitaliser Aix-en-Provence. Ouais, non, de FUVO. Et donc de trouver des modalités qui leur permettent de retrouver un petit peu de production, on va dire. Hein. Ils ont eu quelques difficultés liées particulièrement aux travaux. Donc Dominique, tu prends la délib et tu l'explicites donc à tout le monde. Vous êtes bien sûr autorisé et même habilité à poser des questions par la suite. Merci Madame le Premier Adjoint. Bon, donc on va faire ça en live. Donc il s'agit de donner un petit coup de pouce à nos commerçants fuvelins du centre-ville qui ont été durement impactés par les travaux qui ont débuté fin décembre et qui, pour une première tranche, ont terminé et qui vont recommencer au mois d'août pour se terminer fin septembre. Les commerçants se sont plaints à plusieurs reprises d'une perte de chiffre d'affaires pour certains importante, pour d'autres moins importante. Donc on a pris en considération leurs remarques et on a décidé, on n'est pas au budget supplémentaire qui a été voté début juin, de leur consacrer une somme qui est divisée en deux parties. Une première partie de 30 000 € qui va concerner la mise en place d'un système de chèque qu'on appelle chèque commerce, qui seront mis à la disposition des administrés et qui, en venant à la mairie acheter donc un petit
petit chéquier d'une valeur de 20 euros dépenseront 10 euros. Donc il y a 10 euros qui seront financés par le budget communal. Et ces tickets commerce, ces chèques commerce seront dépensés exclusivement dans un certain nombre de commerces qui sont listés. Vous en avez la liste dans les annexes, la convention et le règlement, de manière à, donc, premièrement, aider ces commerçants donc, en augmentant leur chiffre d'affaires, en récupérant leur chiffre d'affaires, et deuxièmement, l'idée sous-jacente, c'est de recréer un flux de clientèle à l'intérieur du village, parce qu'on a vaguement compris que certains clients rebutaient à venir dans le village pour faire leurs courses à partir du moment où le village était en période de travaux. Donc, les travaux étant terminés, ou quasiment terminés, la circulation étant bonne, il s'agit de recréer ce flux. Donc voilà, c'est ce qui vous est proposé d'adopter ce jour. Ce sera une mise en place début septembre jusqu'au 31 janvier 2018. Et c'est donc limité à 20 euros par 31 décembre. Les commerçants, en effet, auront jusqu'au 31 janvier pour venir liquider leur chèque auprès de la mairie. Le règlement et la convention avec l'association des commerçants qui représente les commerçants adhérents étaient liés à l'ordre du jour. C'est limité donc à 20 euros par foyer fuvelin et donc la vente aura lieu au service de l'accueil de la mairie. Et on a divisé ensuite pour envisager une meilleure répartition de ces chèques commerce dans les commerces fuvelins. On a divisé cette allocation en deux. Il y avait les chèques services et les chèques alimentation, métier de bouche. Donc de 10 euros chacun, pour chacun, et sachant que les métiers de bouche ou l'alimentation, les tickets auront une valeur de 5 euros. De manière, parce que le panier moyen est peut-être peu inférieur, donc on a estimé que ce serait mieux, il y aurait une meilleure répartition auprès des commerçants. Voilà, grosso modo, si vous avez des questions, je peux y répondre. Dominique, je voudrais que tu précises quand même que de nombreuses réunions ont eu lieu et que la Chambre de commerce, effectivement, a validé ce process. C'est important. Donc je précise. Est-ce que tu as assisté à toutes les réunions? On a travaillé donc avec l'association des commerçants, bien évidemment, et merci France pour le rappeler, et avec la Chambre de commerce qui est un soutien important et qui va venir nous épauler encore durant toute l'opération. Bien, vous avez des questions? Allez-y. Moi, ma première question portait justement sur les commerçants, à savoir s'ils sont satisfaits de la proposition qui a été faite. J'entends bien qu'ils ont été réunis, que vous en avez discuté ensemble, ainsi qu'avec la Chambre de commerce. Donc ça, c'était ma première question. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils pensent que ça peut répondre aux besoins qu'ils ont, pour certains, de combler un peu le chiffre d'affaires et de ramener leur clientèle vers eux? Parce que je pense que c'est aussi l'un des objectifs, c'est pas seulement de dépenser l'argent, mais c'est que les gens reviennent sur le centre. Et puis, à savoir aussi si tout l'ensemble des commerçants, même ceux qui ne sont pas concernés par la mesure, ont été également informés. Tu réponds, Dominique? Alors, il y a, oui, les commerçants sont partie prenante, donc je vous dis dans l'idée. Ils en sont satisfaits, ils trouvent que c'est une bonne idée. Maintenant, c'est au résultat final, à la fin de l'opération, qu'on saura exactement quels auront été les bons effets. Quoi. Pour le moment, on ne sait pas plus. C'est la meilleure méthode qu'on a trouvée pour un peu relancer l'activité commerciale dans le village. Ensuite, la deuxième question, c'était... Alors, l'ensemble des commerçants. Il y a eu une assemblée générale de l'association des commerçants la semaine dernière, le 27 juin. L'ensemble des adhérents de l'association Cœur de Vie, FUVO Cœur de Vie, a donné donc pouvoir à la présidente pour la représenter dans la convention. Il y a 2 ou 3 commerces seulement qui sont listés dans le récipiendaire qui ne font pas partie de l'association. Donc ils vont être informés individuellement. Même ceux qui ne sont pas concernés par la mesure, ils savent
Est-ce que ça vous a envie de brancher le micro parce qu'on n'entend pas vos questions? Tous les concernés. Ce que je voulais dire, c'est savoir, est-ce que même ceux qui ne bénéficient pas donc, de cette procédure, ont également été informés qu'il va exister La plus grande partie des commerçants impactés bénéficient de cette mesure. Les commerçants qui n'ont pas été impactés seront informés qu'il existe un système comme celui-là, ça va être fait fin août, mais ils ne sont pas voilà, ils vont être informés, c'est tout. Maintenant, les commerçants qui ne font pas partie de l'association des commerçants qui a pouvoir pour contracter avec la mairie, vont être informés individuellement, et puis après ce sera libre à eux d'accepter les chèques ou ne pas les accepter. Les autres membres de l'association ont tous accepté de collaborer dans ce système. Qui vendra les chèques? Les chèques de commerce seront à la disposition du public, à l'accueil et à la mairie, tous les jours de la semaine. Allez-y. Une autre question plus pratique, dans le règlement intérieur, il est stipulé qu'il s'agit d'un chéquier par personne. Est-ce que ça veut dire... Par famille, madame. C'est un chéquier par foyer, donc. C'est pas ce qui est écrit en règlement. Par famille. Quel est le terme qui est employé? Je peux le répéter. Chaque personne. Chaque personne. Non, alors c'est Chaque administré, chaque foyer fusionnaire. Chaque personne bénéficiaire pour obtenir un chèque. C'est limité quand même à un chéquier par foyer. Fiscal. Après, il y aura un contrôle qui sera fait en mairie, mais c'est difficile d'avoir à disposition le fichier fiscal des administrés fuvelins. Ce n'est pas à la disposition du grand public, ni même des administratifs. Parce que là, au global, ça fait 3000. Au global, ça fait 3000 chéquiers. Ça fait 3000 chéquiers. Ouais. Et il y a à peu près un peu plus de 3000 foyers, enfin 3700. 3800. Il y a 3800 foyers. Je ne pense pas qu'il faille imaginer que l'ensemble des foyers fuvelins l'utilisent. Par contre, 3000 personnes, ça paraît plus réaliste. Alors, on va Peut-être que vous l'étendrez. Voilà, on va essayer de lancer l'opération maintenant. C'est pour ça qu'on a besoin de délibérer, parce qu'il faut effectivement imprimer les chèques, pouvoir faire de la communication autour de cela, aider les commerçants à en faire aussi. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'un conseil ce soir pour pouvoir délibérer sur le principe. Ensuite, on verra, on va voir comment ça marche en septembre-octobre. On fera systématiquement un point à chaque conseil, hein, Laurence, on vous fera un point de l'avancée du nombre de chèques qui ont été vendus ou pas et des difficultés qu'on peut avoir sur ce dossier-là. Et à ce moment-là, si au 31 décembre, il s'avère qu'il nous reste des chèques, alors il y a soit la possibilité de continuer le dispositif si les commerçants sont d'accord, soit de trouver, et on aura le temps d'ici là, une autre façon de procéder. Mais bon, si on ne lance pas l'opération là pour septembre, effectivement, on ne fera jamais rien. Non, mais il n'y a pas d'état d'âme là-dessus, c'était plutôt sur l'idée de... je pense que le foyer, à mon avis, c'est compliqué à contrôler, etc. Alors, limite, chaque personne, ça, c'est facile à contrôler. Vous avez bien les personnes. Et 3000 personnes à FUVO sur 10 000 avec 3 4 000 foyers, ça paraît voilà, plus réaliste, c'est tout. Je renvoyais ça avec dans l'idée de... C'est vrai que c'est dommage d'arriver fin décembre avec... il y a 1800 ou 1500 foyers qui sont venus nous voir et ils n'ont pas été plus loin parce qu'ils ne pouvaient pas... Monsieur Dubu, on aura fait le point entre-temps, on saura exactement ce qu'il en est, puisque dès octobre, on aura un point, on verra déjà comment ça s'est passé, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, quitte à modifier un peu, dans ces cas-là, à l'occasion d'un conseil, le règlement ou la convention avec les commerçants, et leur demander si effectivement on peut y apporter quelques solutions complémentaires. Donc on se laisse la possibilité de revenir sur la question, si jamais pour une raison X ou Y, ça ne marche pas, ou si on n'arrive pas à écouler l'ensemble des chèques, parce que la mairie va les produire, la mairie participe, puisque vous savez qu'elle participe à somme égale de ce que va payer effectivement la personne qui va venir chercher les chéquiers. Donc on a nous aussi un petit investissement dans l'histoire, donc il est normal qu'on suive un petit peu la procédure jusqu'au bout et qu'on rende compte systématiquement à chaque conseil. Vous avez d'autres questions? Oui, sur le dispositif lui-même, le fait d'aider les commerçants là, qui sont face à des difficultés par assez de travaux, je pense qu'on ne le découvre pas, j'espère que vous ne le découvrez pas à l'occasion. Là, avec les commerçants se plaignent, on savait bien que dans les centres-villes, quand on fait de la requalification comme ça, il y a des difficultés avec les commerçants parce que l'accessibilité n'est pas assurée, les gens baladement. Enfin, j'ose imaginer que vous l'aviez réfléchi avant, entre guillemets. Moi, j'ai vu d'autres dispositifs se mettre en place avec
des choses plus factuelles sur la réalité du chiffre d'affaires perdu par les commerçants, avec un travail qui pouvait être fait en disant amenez-nous via un expert comptable, je sais pas quoi, des bilans financiers, en disant montrez-nous sur 3 ans effectivement l'évolution réelle du chiffre d'affaires, et on travaille là sur une réalité, c'est-à-dire dans cette période-là, à peu près égale, l'année dernière, ils faisaient tant, cette année ils font moins 10, moins 15, moins 20, ça peut défendre d'ailleurs beaucoup des commerçants. Oui, monsieur Dubuis, attendez, on a envisagé cette question, et monsieur Chen va déjà... Je termine quand même, et puis après vous me répondrez, merci. Et donc l'idée c'est de travailler sur cette réalité, et de regarder comment, à travers par exemple des prêts, peuvent être mis en place en disant ben, on vient compenser cette réalité, cette perte de chiffre d'affaires réel actuelle, qui peut faire en sorte que les commerçants peuvent avoir du mal à vivre, voire à survivre. C'est ça la réalité, c'est surtout être assuré que pendant les travaux ils continuent à survivre et qu'après ils peuvent faire profiter les Fubelins et le village d'une vie commerçante. Et après venir rembourser en fonction de cette perte, avec aussi des bilans très factuels sur peut-être le chiffre d'affaires augmenté parce qu'on a recréé un centre-ville qui attire plus de monde, etc. Moyennant peut-être une compensation, par exemple les 30 000 € là que met la municipalité, viendrait compenser aussi le prêt en disant vous remboursez pas tout, etc. Finalement, au global, l'argent sorti par la municipalité, c'est le même, c'est 30 000 €, mais elle vient compenser, j'ai envie de dire, une réalité qui dit là, moi j'ai bien perdu ça et j'ai bien compensé. Pas forcément. Alors Dominique va répondre parce que ça a été envisagé. Et il va me donner la procédure a été également envisagée en début de travaux. Il s'agit de la mise en place de ce qu'on appelle une CIA, c'est une commission de mobilisation amiable. C'est quelque chose qui est extrêmement réglementé, qui existe. Il y a certaines grandes villes qui le mettent en place. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que chaque commerçant produise en effet ses bilans et le bilan de cette année, c'est-à-dire ses chiffres de cette année. Donc c'est quelque chose qui ne peut être réalisé pour la majorité d'entre eux qu'à partir du 31 décembre 2017. Les bilans ils sortent en général dans les 6 mois de l'année suivante, ça dure plus tard le 30 juin 2018. Donc pour une remise des dossiers éventuels à cette commission composée de membres de la Chambre de commerce, d'experts comptables et d'un juge du tribunal administratif, pour une remise donc, des dossiers mis à la fin, deuxième partie de l'année 2018. Ensuite, il y a un délibéré, parce que c'est une commission de justice, qui va estimer la perte financière de chacun des commerçants, donc 2 ans en préalable. Donc, d'une part, ça nous mettait un peu dans une incertitude au niveau de l'enveloppe globale à consacrer. C'était impossible à prévoir. Et deuxièmement, c'était avec un effet retard de presque 2 ans qui n'arrangeait pas du tout les commerçants. Donc quand on en a parlé avec la présidente de l'association des commerçants, elle nous a dit non, c'est pas ça que nous on veut. Ce que nous on veut, c'est qu'il y ait de nouveau des clients dans le village et que ça circule et qu'on puisse travailler normalement. Donc on a préféré avoir une action de ce type qui démarre immédiatement après la fin des travaux et pour qu'ils puissent enfin récupérer dans l'année 2017, en lissant peut-être sur l'année 2017, peut-être qu'ils vont avoir un chiffre d'affaires qui sera un peu compensé. Voilà. À travers des prêts, je pense qu'on peut peut-être effacer cet effet retard. Non, monsieur Dupuis, on aurait pu faire plein de choses. On aurait pu aussi donner les 30 000 € directement à l'association et qu'elle s'en dépatouille un petit peu parce que c'était aussi une solution. Bon, c'est avec eux qu'on a travaillé, c'est avec plusieurs réunions, avec la Chambre de commerce pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Justement, je vous rappelle quand même qu'on est une des rares communes, on est plusieurs communes à être en travaux, on est une des rares communes à acter ce process pour que les commerçants soient quelque part dédommagés. Sinon, quand ce sont des travaux style BHNS, etc., où ça perturbe la vie des gens pendant 3 ans et puis où effectivement il y a des problèmes, dans ces cas-là, la fameuse commission, elle est mise tout de suite en action. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'était de faire en sorte que les commerçants puissent avoir rapidement des fonds pour pouvoir un petit peu récupérer ce qu'ils ont un peu perdu. Donc c'est la solution qu'ils ont estimée être la solution qui leur allait le mieux. Dominique, tu m'interromps si je dis des bêtises. Ce système mis en place dans le département est assez novateur parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'à présent, ou ça a été fait sur d'autres plans, mais pas comme ça, avec une distribution massive sur la population et avec un recueil sur un nombre de commerçants limité. Donc c'était quelque chose qui est un peu novateur.
J'espère qu'il y aura de bonnes retombées pour nos commerçants. Voilà. Enfin, il n'y a pas d'état d'âme. On n'est pas en train de dire qu'on ne veut pas que ça ne marche pas. C'est pas du tout ça. On veut que ça marche. On réfléchit à... Non mais qu'on soit très clair là-dessus. Voilà, je crois qu'on l'a... Non, mais je crois que... Enfin, on vous l'a dit, on l'a fait, on a essayé de trouver d'autres solutions. Bon, c'est celle qu'ils souhaitent, donc je pense qu'elle nous va aussi. Bon, maintenant, on va voir, je vous dis, hein, on va pouvoir évoluer au fil des mois et savoir exactement si ça marche ou si ça ne marche pas. Bon, je vous propose maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, de mettre ça au vote. Oui, allez-y. En fait, c'est pas une question, c'est une réflexion qui est toute bête. On m'a dit qu'à Fuveau, il y avait 2 marchés, le lundi et le jeudi. Il semblerait que celui du lundi soit très peu fréquenté, alors que celui du jeudi est très bien fréquenté et amène une forte concentration, paraît-il, de clientèle aux commerçants de Fuveau. Une suggestion qui m'a été faite par un commerçant, c'est Fuveau est une cité dortoir. Il faut amener des gens à Fuveau. Pourquoi ne pas organiser, alors je ne sais pas si c'est possible, je vous répète simplement ce qui m'a été dit, un marché le samedi. Parce que le samedi, les gens ne travaillent pas, ou il y a beaucoup plus de monde qui ne travaille pas, et il semblerait que ça pourrait être fédérateur, ça pourrait être moteur pour une activité plus importante au niveau des commerçants de Fuveau. C'est une suggestion qui m'a été faite par un commerçant de Fuveau, qui m'a dit que les... Comment ? Qui ne vendent pas sûrement des choses vendues au marché. Je ne sais pas. Moi, je vous répète simplement ce qui a été dit. Vous l'écoutez, vous en tenez compte, vous n'en tenez pas compte, c'est pas un problème. Mais au moins, j'ai transmis l'information qui m'a été donnée par un commerçant. C'est une des réflexions que j'ai faites quand je suis arrivé sur Fuveau aussi, parce que je me suis dit, tiens, le samedi, je suis souvent là, donc c'était bien. Le seul problème, c'est que les commerçants sont déjà ailleurs, parce que toutes les villes font un commerce le samedi, donc ils sont pris ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'en aurait pas beaucoup, Alex par exemple, oui, on n'en aurait pas beaucoup non plus, si c'est pour avoir encore comme lundi 4-5 commerçants qui se battent sur la place, je pense que ça ne sera pas profitable, ni au commerce, ni à la population. C'est quelque chose, on peut y réfléchir, hein, on peut y retravailler ensemble, il n'y a aucun problème. Donc Laurence, elle regardera ça, elle dira, mais je vous dis, moi ce qu'on m'a dit, c'est que les commerçants, ils travaillaient sur d'autres secteurs parce qu'ils étaient sur des marchés du samedi, ailleurs depuis longtemps. Ça peut être une solution pour redynamiser Fuveau. Oui, Ça peut. Tout est bon à prendre. Voilà. Tout est bon à prendre. Oui, pas de problème, c'est noté. Je voudrais répondre là, s'il vous plaît. Oui. Sur la fréquentation des marchés du lundi et du jeudi, le lundi, il y a moins de forains présents. Hein, donc il y a une affluence, en effet, en clientèle un peu moindre. Pourquoi il y a moins de forains? Parce que c'est des forains qui tournent sur la région. Et ils sortent du dimanche avec le marché de Gardanne, qui est très important. Et le lundi, je pense qu'ils font leur réassort ou ils font autre chose. Il y a moins de forains présents le lundi que le jeudi. Ensuite, pour le marché le lundi, en effet, on y pense depuis plusieurs années. Hein, un nouveau marché, mise en place d'un marché le samedi. C'est quelque chose qu'on se proposait de travailler à la fin des travaux et mettre éventuellement en place. Mais enfin, encore une fois, c'est une idée qui n'est pas encore mûre. Hein, un marché des producteurs. Quitte à ce qu'il soit saisonnier. Bien. Tu peux rappeler... Oui. Jean-Paul? On peut simplement rappeler l'expérience du marché de la Barque qu'on a essayé de mettre en place il y a quelques années et qui, par manque de forains et par manque de clients, on a été obligé de fermer. Pourtant, on avait tout fait pour dynamiser et trouver un créneau. Et trouver un créneau, ça a duré il y a quelques mois. Hein. Malheureusement, on a été obligé d'arrêter. Les personnes avaient pris l'habitude d'aller acheter ailleurs. Bien. Juste un complément. Hein. Daniel veut faire un petit complément. Ouais, vous disiez tout à l'heure que c'était un commerçant qui vous avait dit qu'en fait, les jours de marché, ils travaillaient plus. Moi, j'ai rencontré des commerçants qui, au contraire, disent que quand il y a le marché, on travaille beaucoup moins. Bon, après, tout dépend aussi de quoi il s'agit de vendre. Voilà, hein. Par contre, c'est vrai que le côté événementiel ou avec un thème bien particulier est plutôt accrocheur qu'autre chose. Hein. Et le marché classique. Mon propos, c'était simplement de retransmettre une information que j'ai trouvée intéressante. Non, c'est bien noté, Marc. Bien, je mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Deguille. Merci. On passe.
On passe au point suivant. Alors, Fonds régional d'aménagement du territoire, demande de financement. C'est normalement une délibération que vous devez voir paraître tous les ans, puisqu'on fait cette demande, pas pour les mêmes objets bien évidemment, mais on fait cette demande systématiquement au Conseil régional, puisqu'on a le droit à un dossier tous les ans. Daniel, un petit rapport? Donc en synthèse, je comprends, il ne faut pas lire la synthèse. Bon, je ne suis pas habitué, moi. Donc en fait, il s'agit de, comme on vous l'avait proposé lors du budget primitif 2017, de réaliser un petit peu plus de place sur l'avenue Guéret-Marquis, en agrandissant en fait le parking de l'avenue Guéret-Marquis, qui aujourd'hui compte, si mes souvenirs sont bons, 27 places et 2 places pour des personnes à mobilité réduite. Donc on va pratiquement doubler, enfin un petit peu moins quoi. On va arriver entre 48 et 50 places sur cet espace-là, en modifiant un petit peu la voirie pour faire plutôt des chicanes, comme on a commencé à en faire une, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, à la sortie du rond-point. On a accentué les virages plutôt que de laisser des lignes droites qui permettent à des chauffeurs, on va dire, en mal de vitesse, d'appuyer sur le champignon trop vite. Voilà, donc là, le montant qui avait été proposé au budget primitif était de 300 000 €, TTC bien sûr, parce que le budget est en TTC. Donc là, aujourd'hui, on demande le maximum de la subvention, c'est-à-dire 30%, qui va représenter 200 000 €. Non, attends. Le plafond de la subvention est à 200 000 €. Et donc, estimé en hors taxe, c'est 266 667. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il n'y a pas d'autres, sur ce dossier-là, il n'y a pas d'autres subventions de la part du Conseil de la métropole ou du Conseil départemental? Ça ne fait pas partie des éléments qui étaient subventionnables, entre guillemets? Pas le Conseil départemental, sur la métropole, oui, viendra certainement en complément. Voilà. Mais aujourd'hui, pardon. À du concurrence de 80% maximum, quoi. Voilà. Oui, parce que non, il y a des communes qui savent faire. Il y a des communes qui ont du 100%. C'est raisonnable. Le sommeil. Hein? Le sommeil. Oui, ça prend. Donc le coût pour la commune, c'est 20% de 266 000 €. Enfin, si on en arrive à 50% de la part de la métropole et 30% de la part du... Tout à fait. Bien. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Personne? Pas de vote contre? Ok. On passe à la délibération suivante. Donc, la session à titre gratuit, donc avenue du Maréchal Leclerc pour le SDIS, pour les pompiers. C'est Daniel qui va nous présenter cette délibération qui consiste effectivement à mettre à leur disposition un terrain. Vous avez vu la délibération, donc Daniel va essayer aussi, en synthèse, de vous raconter l'histoire des pompiers. Oui, puisque je l'ai été dans mon jeune temps, j'ai été aussi pompier volontaire à FUO pendant une bonne dizaine d'années. Et donc, c'est vrai que j'ai participé à l'inauguration de la caserne comme elle était à cette époque-là, en 1980. Donc, aujourd'hui, la caserne avait été construite par la commune à l'époque. Ensuite, elle a été agrandie, effectivement, par la communauté de communes des Monts-Relais et territoires, avant qu'elle soit dissoute. Ensuite, la caserne est revenue sur le giron communal. Et aujourd'hui, en fait, comme il est question par le service départemental des incendies de secours, comme il est question de faire des investissements assez importants sur cette caserne qui vont tourner entre 1 million et 1 200 000 €, c'est-à-dire la reprise de tout ce qui est la partie administrative, salles de cours qui n'ont pas aujourd'hui, les locaux pour la garde, en fait tout ça. Le garage, lui, ne serait pas, la remise des engins ne serait pas touchée, mais c'est toute la partie administrative qui serait reprise. Pour ce faire, pour que cette entité publique qui est le SDIS puisse investir, il a l'obligation effectivement d'avoir à sa disposition le foncier pour investir. Alors, comme c'est un terrain qui en fait est déjà public puisqu'il est géré par la commune, il va être mis à disposition au niveau de sa gestion au département pour le SDIS, qui va pouvoir faire des réalisations de travaux dessus. Si toutefois un jour, j'en sais rien, je ne sais pas, mais si toutefois un jour
le SDIS décidait de faire une nouvelle caserne à Fuvaux, il est clair que les bâtiments seraient automatiquement retournés à la commune de Fuvaux. Voilà. Donc, mais c'est pour réaliser cet investissement que la commune cède, donc à l'euro symbolique, le terrain où est construit la caserne. Est-ce que j'ai été clair? Des questions? Oui, ce que vous dites, c'est que le terrain est mis à disposition, mais reste propriété communale, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, en fait, il y a un transfert de la propriété, d'une propriété publique communale vers une entité publique également. Mais le jour, et ça c'est bien marqué dans la délibération, le jour où il n'y a plus d'utilisation de cet équipement, il est automatiquement retourné à celui qui a fait le transfert. Donc en fait, la commune récupérera, alors je ne sais pas, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, récupérera le bien avec les bâtiments dessus. J'ai une petite question. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le nombre et la localisation des interventions pour les pompiers? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que ce lieu est aujourd'hui toujours adapté à ces interventions, étant donné, je dirais, le caractère un peu stratégique de la caserne des pompiers sur la commune de Fuvaux? Alors là, effectivement, je peux vous répondre parce que j'ai aussi l'historique de la chose. Donc le corps de Fuvaux aujourd'hui, c'est à peu près entre 1800 et 2000 interventions par an. C'est 80 hommes, c'est quand même un centre de secours important, avec à la tête aujourd'hui un chef de corps lieutenant professionnel, aidé par 4 professionnels aussi, qui reçoit des renforts l'été. D'ailleurs, on les loge dans un logement social et communal pendant la période estivale. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le positionnement de la caserne, il faut dire que la commune, pendant fort longtemps, lors de la présidence de M. Guérini, a mis à disposition pendant pratiquement 10 ans le terrain de la carrière, de l'ancienne carrière, je ne sais pas si vous voyez où c'est, la Rocade, pour justement la destination de construire une nouvelle caserne des pompiers avec des logements à côté, pour éventuellement recevoir des sapeurs-pompiers professionnels. Donc au bout de 10 ans, toujours en interrogeant, on a bien reçu la réponse en nous disant qu'ils n'étaient pas. Le SDIS n'était pas intéressé, donc c'est évident que la caserne reste où elle est. Changement de majorité et nouveau présidente au département. Le braquet qui était connu auparavant pour les investissements en matière de sapeurs-pompiers, à savoir que le président Guérini avait voulu à terme à ce que toutes les casernes des sapeurs-pompiers et des Bouches-du-Rhône soient neuves, mais avec un calendrier où nous on était en dernier. Bon, là il a été ciblé de façon un peu plus précise les investissements du SDIS, à savoir que dans un secteur comme le nôtre, qui est tout l'ouest pratiquement, l'ouest central du pays d'Aix, à savoir une caserne à Tresse, une caserne à Nîmes, une caserne à Gardanne et une caserne à Fuvaux. D'accord? Donc, il a été décidé par le département de faire 2 gros investissements, 2 casernes nouvelles, une au centre de secours principal qui est à Gardanne et une autre à Tresse, dont l'inauguration aura lieu dans peu de temps. Et par contre, de réhabiliter les casernes existantes restantes de ce secteur-là, qui est du groupement Est, c'est-à-dire celle de Fuvaux et celle de Nîmes. Voilà. Le secteur couvert par la caserne de Fuvaux, c'est Châteauneuf-le-Rouge, Peigné pour partie, c'est-à-dire les Michel, c'est Beaurecueil et c'est Gréasque. Donc c'est vrai que, et une petite partie de Belcoden, quand la Bouilladis ne peut pas monter, intervenir de façon rapide. Voilà, donc le secteur est quand même assez important, ça représente environ 20 à 22 000 personnes. Hein. Donc 1800 à 2000 interventions par an, c'est quand même un corps qui fonctionne très bien et qui assure un secours de qualité.
des secours. Pardon. Bien, merci Daniel. D'autres questions? Oui, enfin, dans la même lignée, parce que j'avais posé la question là, ils n'étaient pas prêts à réentendre la réouverture du dossier au cas où, entre guillemets, en disant finalement, comme sans remettre en question justement le besoin, on voit bien qu'il y a un besoin, de dire ça pourrait être un lieu plus approprié, ça pourrait permettre à la commune de Fuveau de récupérer ce terrain-là, qui peut être aussi un lieu stratégique pour Fuveau, entre guillemets, c'est un lieu de passage aujourd'hui, on pourrait en faire d'autres choses. Donc l'histoire faisait qu'elle était là, elle est là. Là, est-ce qu'il n'y avait pas l'opportunité de demander au conseil départemental de dire, on réouvre ce dossier, on vous remet à disposition le terrain, de la même manière, et vous pouvez du coup repartir sur des investissements là-dessus pour en faire une caserne digne de ce nom, etc. Alors il y a deux choses. On a appris donc les investissements très rapidement à la nomination de Madame la Présidente. Très rapidement, ils se sont penchés, le conseil d'administration de justice, puisqu'il s'agit d'un conseil d'administration, s'est penché sur les investissements à venir, sur le coût du fonctionnement en fait, des secours, qui est en hausse pratiquement chaque année, et la partie investissement. Le choix il a été clair, très rapide. Voilà. Dans chaque secteur, on va essayer de diviser en deux le nombre de casernes et voir, lorsque les communes sont rapprochées, par exemple Mérargues-Pérol ou Pérol-Jouques, de faire une seule caserne au lieu d'avoir dans chaque village leur caserne. Voilà. Donc c'est l'optique qui a été prise. Par contre, sachant que le corps de Fuveau avait quand même un nombre d'interventions non négligeables, ils étaient quand même dans vraiment le premier secours d'urgence, c'est-à-dire les ambulances, capables d'armer 2 VSAB, alors que parfois les centres de secours qui sont plus professionnels n'arrivent pas à en armer une. Donc c'est clair qu'il a été pris la décision de faire des investissements quand même assez lourds pour améliorer la vie et surtout la formation des pompiers. Parce que qui dit formation dit sécurité, donc c'est très important pour eux. Mais de se mettre, mais pas construire une caserne nouvelle, sachant qu'on ne dépassera jamais les 80 à 90 sapeurs-pompiers à Fuveau. D'accord. C'était une histoire de taille qui faisait que finalement... Une histoire de taille, oui, après ça a été un choix de... Oui, mais c'est un choix. Là, nous aussi, on fait un choix. Oui. On aurait pu dire, on refuse de proposer autre chose et on vous met à disposition un nouveau terrain et vous pourrez construire dessus. Non, mais ils ne construiront pas. Ça ne construiront pas de caserne. Et ils ne la laisseront pas nourrir non plus. Donc, non, monsieur, c'est ça ou rien. Je dirais, si on n'est pas d'accord pour leur céder le terrain, ils ne feront pas d'investissement, c'est clair. Donc, ce qui veut dire que Fuveau périclitera et que dans ces cas-là, nous qui avons la chance, je dirais, d'avoir des pompiers quand même à disposition assez rapidement, puisqu'ils sont sur notre territoire, et bien, le cas échéant, on n'aura plus rien. Ils iront peut-être investir un peu plus à Tresse, ils ont fait déjà sur Tresse. C'est ça ou rien, ça veut dire quoi? C'est le département, là, c'est pas nous. Hein. Nous n'avons pas la main, vous savez bien, sur les constructions. Là, simplement, on nous demande de céder un terrain pour qu'ils puissent y aménager un certain nombre de constructions, enfin de bâtis, de manière effectivement à sécuriser l'ensemble de cette caserne et la rendre un peu plus, je dirais, agréable pour tout le monde. Bon. Non, mais on n'est pas en train de remettre en question, mais on dit ça aurait été intéressant de regarder aussi, de faire valoir les intérêts de Fuveau et de dire à un moment donné, y compris auprès du conseiller départemental, qui doit nous représenter notre commune. On le fait, nos intérêts, c'est ça. En plus, ça sera fait rapidement. M. Ferraud, il a défendu nos intérêts là-dessus. Voilà. Ça vaut rien, on ne négocie pas avec sa vérité. Monsieur Dubu. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Mais voilà, ça ne marche pas comme ça, c'est exactement ça. Je pense quand même qu'il y a deux choses. La caserne des pompiers de Tresse, elle était prévue déjà en 2004. Hein. Donc là, ils vont l'inaugurer. Les travaux sur Fuveau, ils étaient prévus depuis fort longtemps. C'est pour ça qu'on leur avait mis un terrain à disposition. Mais le choix a été pris de ne pas faire une caserne neuve à Fuveau, comme le choix a été pris de ne pas faire une caserne neuve à Mimé. Voilà. Mais par contre, de conforter. Alors, il y aura plus d'investissements sur Fuveau que sur Mimé. Ils vont juste faire un petit aménagement de 200 ou 300 000 euros. Et là, ils vont investir quand même entre 1 million et 1 200 000. Voilà. Deuxième point, j'en profite parce que, étant représentant de la ville de Fuveau au conseil de territoire et par là à la métropole, il n'y aura quand même plus qu'une commune au final qui va payer la contribution de secours. Bien sûr que ça va être prélevé dans chaque commune,
c'est-à-dire la dotation qu'on donne chaque année au fonctionnement du service de secours qui se tourne autour de 400 et quelques mille euros, ben, ça fera partie des charges transférées. Par contre, si le service des secours du département a un besoin supplémentaire d'argent pour les années à venir, c'est la métropole qui le mettra, ce ne sera plus les communes. Il y aura un seul corps métropolitain qui va gérer en fait l'ensemble des centres de secours du département. Enfin, sauf la partie Arles. Voilà. Donc au niveau prélèvement, en fait, c'est la métropole qui payera, y compris pour la ville de Marseille, dont on a appris que la ville de Marseille garderait ses marins-pompiers. Ah oui, c'est indiqué. Bien. D'autres questions? Non? On passe au vote. Qui est pour? Pas de contre, pas d'abstention. Parfait. Alors, question suivante. Alors, il y a deux délibérations qui sont liées, hein, Daniel. Hein. Donc la première qui concerne le déclassement du domaine public, donc petite parcelle, et ensuite donc le dossier le plus important qui concerne la construction effectivement et la réalisation d'un équipement avec une vente à l'euro symbolique d'un terrain appartenant à la commune. Daniel, en synthèse. Donc je vais commencer par l'autre parce que c'est l'explication de la première en fait. Hein. Il y a un projet intéressant qui va voir le jour sur les parcelles 99 et 100 qui sont des parcelles communales à la rue du Nord. Hein. Un projet de réalisation de 14 logements sociaux et de la réalisation d'une colocation pour personnes handicapées. Voilà, donc ce projet nous a séduit et c'est vrai que dans ces terrains-là qui sont fort pentus, et de continuer la ville, en fait, ça n'a jamais été quelque chose de rébarbatif que de continuer la ville. De ne pas urbaniser en dehors de la ville, mais continuer la ville, c'est quelque chose dont on ne peut pas nous reprocher de vouloir le faire. Donc là, effectivement, sur ces deux parcelles, il va y avoir cette opération de logements sociaux que l'on va proposer à votre vote pour céder à l'euro symbolique. Et pour accéder à ces deux parcelles, il y a la réalisation d'une servitude de passage pour aller sur le côté garage sur la parcelle où se trouvent aujourd'hui les parkings de la rue du Nord. Donc ça c'est la délibération de la 3.2. Donc il s'agit pour établir une servitude, on ne peut pas établir une servitude sur du domaine public. Donc effectivement il va être déclassé du domaine public 180 m² qui vont être en fait la surface occupée par la voie pour accéder au bas de ce bâtiment qui va sortir, qui est décrit dans la délibération 3.3. Est-ce que vous souhaitez qu'on vote séparément ou est-ce que non, on votera à la fin les deux délibérations en même temps? D'accord. Daniel, tu continues sur l'autre? Moi j'ai à peu près tout dit quand même sur le projet de logements sociaux. Sachant que l'opération développe une surface de plancher autour de 1268 m² et qu'il y en a donc plus que les 2 tiers pratiquement, ouais, qui sont 829,75 destinés au logement social. Voilà. L'autre partie, qui est 400 et quelques mètres carrés, c'est ce qu'on appelle la colocation. En fait, c'est un très grand appartement où il y a 6, ils appellent ça le club des 6. C'est novateur, hein, c'est en fait l'accompagnement de personnes handicapées qui sont souvent dans les familles, qui sont des charges très lourdes pour les familles. Donc là, l'objectif, c'est de récupérer donc cette association qui fait ça là. Récupère en fait les aides individuelles, ce qui permet de collationner 6 aides et de pouvoir assurer la présence permanente 24 heures sur 24 d'animateurs qui vont effectivement essayer d'amener ces handicapés vers une autonomie. D'accord ? Et c'est à partir justement, donc il y a eu plusieurs expériences en France qui marchent très bien. Et autant lorsque ces handicapés, alors qu'ils soient moteurs ou légèrement
autistes ou des trucs comme ça. En fait. Autant quand ils sont chez eux, ben, ils se recroquevillent pratiquement chez eux et c'est une charge très lourde pour la famille. Là, en fait, on assiste à ce qu'il y ait des personnes finalement qui sortent de leur handicap en fait. Ils s'autonomisent en fait. Et dans le projet, il y a, dans cette fameuse colloque, il y a ce qu'on appelle le logement tremplin, c'est-à-dire que lorsque les animateurs décèlent qu'une personne commence à se débrouiller d'elle-même, il peut être mis dans ce fameux logement tremplin. Et si vraiment elle devient autonome, ben, elle peut, on va dire, monter à l'étage, bénéficier d'un logement social. Mais les plus gros bénéficiaires quand même de tout ça, ce sont aussi la famille et les parents qui en ont la charge, puisqu'ils revivent aussi quelque part leur vie qu'ils avaient oubliée, les aidants. Mais Marielle pourrait en parler mieux que moi de ça. Alors, tes questions, Gaëlle? Concrètement, le micro, s'il te plaît. Non, les pas. Si? Concrètement, le terrain, c'est quand on descend la rue du Nord sur la droite avant la menuiserie Vera? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un plan qui est joint là. Ah, Il y a un plan qui est joint, c'est juste. Il y a la rue du Nord. Non, ça a été joint avec la note de scène. La rue du Nord, lorsqu'on la débute, juste après la place du souvenir français, il y a 2 maisons sur la droite, il y a 2 terrains avant d'arriver aux voûtes là. C'est ces 2 terrains qui sont là, en peinture, qui descendent jusqu'aux fontaines. Au niveau des composteurs collectifs. Non, les composteurs sont un peu plus loin. Avant les composteurs sur la Oui, droite? avant les composteurs. En fait, c'est continuer la rue qui est démarrée là, en habitat. Des questions, s'il vous plaît? Oui, moi j'aurais voulu connaître un petit peu la manière dont ce projet est né. Hein. Quand vous avez dit ce projet nous a séduit, je voulais un petit peu savoir effectivement comment il vous a amené à prendre cette décision aujourd'hui. Moi j'ai personnellement voilà, toujours du mal un petit peu, surtout quand il s'agit des vieux quartiers, lorsqu'on offre à €1 symbolique à une société privée effectivement des terrains communaux. Je dirais qu'il faut être doublement vigilant sur la suite et sur ce projet. Je nie pas la finalité et l'utilité de ce projet. Je me demande s'il n'y aurait pas eu d'autres moyens d'y arriver, en particulier par des associations ou en mobilisant peut-être des citoyens fuvelins. Vous savez que l'habitat participatif se développe davantage, il est même encadré dans le cadre de la loi Allure. Et j'aurais voulu savoir pourquoi vous n'avez pas fait appel, je dirais, à la population au sens large, hein, aux associations en tout cas, plutôt qu'à effectivement une société privée qui va réaliser le projet à part entière. Hein. Alors il ne s'agit pas d'une société, mais d'une association qui s'appelle Cap Solidarité, qui est spécialisée, qui a créé ce concept-là, hein, de mettre en commun justement ces handicapés pour leur bien, enfin, pour les tirer vers l'eau. Il s'agit d'une association, il ne s'agit pas d'une société qui va faire de l'argent dessus, d'accord? Donc, la demande, elle était, c'est qu'il fallait quand même trouver un terrain qui soit en centre-ville, obligatoirement, pour que justement la personne, quand elle revient, elle trouve un petit peu d'autonomie, ben, elle puisse éventuellement aller sur le course ou aller faire ses courses tout simplement, aller boire un café sur le cours, sans être obligé de demander à ses parents de l'amener en voiture ou quoi que ce soit. Et c'était une condition première de trouver quand même un espace qui soit plus disponible d'abord, parce qu'il y en a d'autres terrains en centre-ville, mais qui aujourd'hui ne sont pas disponibles à cause de zones inondables. Donc là, effectivement, c'était quelque chose qui était très intéressant pour eux. À la fois l'accessibilité, toute la vie, on va dire la vie commune, puisque ça fait partie quand même de leur cursus pour aller vers l'autonomie. Et puis la mise en relation donc, de toutes ces individualités et de les mettre en commun à travers une association qui, elle, a de l'expérience et de plus en plus reconnue d'ailleurs dans
dans la profession, on va dire, de ceux qui utilisent l'handicap, comme les professionnels handicap, et donc vachement reconnu. D'ailleurs, le département est très sensibilisé à ce type d'installation. Je suis juste surpris, effectivement, que c'est une association. Donc, je vérifierai effectivement de mon côté. Il me semblait que c'était effectivement le gestionnaire ensuite, c'était une association pour tout ce qui concerne le personnel et les services associés. Et il me semblait que le porteur du projet est une SAS, une société à me semble-t-il. Donc là-dessus, est-ce que vous me confirmez que c'est bien une association qui sera propriétaire du terrain? Alors, vous avez remarqué que c'est une opération en VFA, c'est-à-dire en vente en futur achèvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va construire, mais qu'elle va automatiquement déjà revendre, avant la fin des travaux, ça sera revendu à une société qui, elle, fait des logements sociaux. Hein, qui s'appelle Pomologis. Voilà. C'est un bailleur social. Elle fait la construction pour le compte de, si on veut, mais elle revend de toute façon, puisque c'est ça l'opération VFA. Hein. C'est ce qu'utilisent souvent les bailleurs sociaux maintenant. 30% à peu près de l'ensemble des réalisations en logements sociaux se font en procédure VFA. Hein. C'est très courant le VFA. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait, ou comment ça se passe? On n'est pas soumis à ce genre de réglementation? Comment ça se passe? C'est comme un promoteur. Non, c'est le projet qui a été présenté. Voilà. Après, faire un appel d'offres c'est pas nous, c'est eux. Sur un projet identique, sachant que c'est pratiquement pas comment dire, pratiqué en France, c'était un peu difficile, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas passé l'appel d'offres. Hein. C'est un projet plutôt. C'est le projet qui a été présenté, qui a été validé, quoi. D'autres questions? Il sera possible d'accéder, je dirais, aux travaux qui ont mené à cette décision, aux documents Alors, pour l'instant, vous n'avez pas de documents, puisque vous avez le principe de la cession du terrain. Hein. Par contre, effectivement, il est normal que les riverains soient d'abord consultés, qu'on voit avec eux, qu'on leur présente en priorité le projet, qu'on présente ensuite effectivement à la population, et bien évidemment aux membres du conseil. À ce moment-là, vous serez pleinement associés et pourrez apporter des modifications ou poser toutes les questions que vous souhaitez poser dans ces cas-là aux futurs constructeurs. Il y a une réunion qui est prévue pour les riverains. Oui. Alors, ton micro. Excusez-moi, je voudrais juste exprimer le fait que je trouve que c'est une très belle chose, l'insertion du handicap dans une ville, et je pense qu'à Fuveau, c'est bien la première expérience, donc ça manquait un peu, mais pour moi je trouve que c'est plutôt positif. Par contre, ce que je souhaiterais savoir, c'est est-ce que vous avez été contacté parce que moi j'ai lu un peu le Club des Six, j'avais déjà vu des reportages sur ce type d'insertion de personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez été contacté pour mettre en place ce projet par un promoteur ou par quelconque société? Ou est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche, cherché à mettre quelque chose sur cet emplacement? Alors, il y a fort longtemps qu'on souhaitait installer effectivement, on va dire, un outil pour handicapés. On avait été... on avait eu une demande il y a une dizaine d'années en arrière par quelqu'un qui voulait faire, il y a eu un projet beaucoup plus lourd puisque c'était environ 60 handicapés, notamment des handicaps lourds suite à des accidents de voiture. Donc en fait il était basé au Bagne et il voulait s'installer dans le pays d'Aix, donc il était venu voir à Fuveau. Nous on n'avait pas de terrain disponible de cette taille à ce moment-là pour faire cette opération-là, mais c'est vrai qu'on avait été intéressés. On avait regardé, et puis on avait regardé. Ensuite, on avait eu la chrysalide. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la chrysalide, où les riverains ont attaqué les permis parce qu'ils ne voulaient pas voir les singes. Bon, voilà, donc c'était en fait un foyer logement hein, où il y avait 19 résidents qui allaient travailler la journée à l'extérieur dans des chantiers d'insertion, et puis le soir ils étaient rapatriés à ce foyer logement, et puis le week-end
la famille pouvait venir en récupérer quelques-uns, puis les autres ils restaient là. Donc ça n'a pas pu voir le jour à cause des deux contentieux qu'on a eu sur ce projet-là. Donc aujourd'hui ce terrain, il est toujours à la destination sociale et il y aura du logement social. Oui, ça a été dit aux riverains qui avaient attaqué avant. Il y aura du logement social, que ça ne vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Là, il n'y a pas besoin de faire de la concertation, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ailleurs. Et puis là, par contre, pour ce projet-là, c'est vrai que c'est la personne qui a fait une ou deux, voire trois même, installations en France, qui marche du feu de Dieu, si on peut l'appeler comme ça, et qui cherchait effectivement à s'implanter dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, ben voilà, ça a été, comment dire, des fois il y a des choses, le courant passe, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On n'a pas mis en doute sa parole, on n'est pas allé contrôler tous ses comptes, c'est vrai. Mais quand on s'est renseigné, on n'a eu que des remontées positives, et notamment du maire de la Croix-Valbert qui veut vendre cet équipement alors à la France entière, tant il trouve que cet équipement est merveilleux, magnifique et fonctionne d'une façon merveilleuse. Ah, tu voulais poser une question? Oui, je suis comme Agnès tout à fait favorable à ce genre de projet que vous avez parce que j'ai été moi-même le frère d'un handicapé et je peux vous dire que des aides on n'en trouve pas beaucoup et de voir que vous faites ça, je trouve que c'est très bien. Et moi je voudrais poser une question très, très pratique et très terre à terre. Donc si j'ai bien compris, cette superficie de parcelle que vous allez donner à l'euro symbolique, c'est pour faire une voirie. Ou du moins un accès, c'est ça, c'est pas pour faire du bâtiment, c'est pour faire de la voirie. C'est ça. Alors, il y a deux choses là. La 3.3 c'est pour le bâti, la 3.2 c'est pour leur permettre d'accéder au garage et au sous-sol. D'accord, mais il n'y a pas une voie qui va être réalisée par eux? Ben non, elle est dans la ville, elle est contre la rue du Nord. D'accord, donc il n'y a pas de voiries qui sont... Donc j'ai mal compris le projet. Non, c'est comme si c'était une maison qu'on construisait le long d'une voie. Non, j'ai pas compris. Bon, mon souci était, si jamais j'avais bien compris, mon souci était qui est le propriétaire de la prochaine voirie? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est le... C'est pour ça que je posais la question. Il y a encore une question? Oui, moi j'ai deux questions. L'une sur les riverains, enfin la présentation du projet sur les riverains, là, je ne sais pas si ça a été fait en amont. Non, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va le faire justement. Oui, mais on va céder là aujourd'hui. Je veux dire que le projet il est enclenché une fois que c'est fait, ça. Ça aurait été intéressant de le faire avant, parce que ça peut être un beau projet, et on peut en discuter. Est-ce que c'est... Pourquoi ce projet-là, vous ne le présentez pas aux riverains avant de passer en conseil municipal, ne serait-ce que pour même la session de la voirie, parce que c'est déjà le début, on met déjà le doigt dedans, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est, et pareil, sur le projet lui-même, je pense que c'est ambitieux, ça paraît être un bon projet. On serait très intéressé pour avoir un peu plus de détails. Ce que je regrette, c'est de le découvrir comme ça, en disant, tiens, à travers la cession d'une parcelle, il y a un projet dont on n'avait jamais entendu, en tout cas au conseil municipal ou ailleurs, on n'en avait jamais parlé. Donc on le découvre, donc on est intéressé pour une réunion ad hoc, à la limite d'une heure, une fois, où on nous présenterait un peu les détails du projet. Moi, et alors, j'abonde dans le sens de Daniel en disant on ne va pas s'opposer au fait qu'on densifie la ville. Ça, c'est une très bonne chose, parce que d'un point de vue écologique et économique, c'est intéressant, et pour la planète, et pour les finances publiques. Moi, je m'interroge sur toute cette parcelle-là, rue du Nord. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que là, on fait un petit bout, mais est-ce qu'on va faire d'autres petits bouts? Je sais qu'il y avait un projet à une époque de faire des logements avec toute une voirie dessous, etc. Il y avait eu des sondages qui avaient été faits par la CMEPA ou je ne sais qui avait commencé à sonder, couper des arbres à cet endroit-là. Ça s'est arrêté, on n'en a plus jamais entendu parler. C'était probablement pas stable, on ne sait pas trop ce que ça a donné en tout cas. Et là, on voit réapparaître là. Est-ce que c'est un premier pas vers d'autres choses dans cette rue du Nord? Qu'est-ce qu'on envisage pour à l'avenir dans cette rue du Nord? Voilà, c'était ça ma question. Donc, sur la première question, c'était quoi déjà? C'est les riverains. Oui, les riverains. Donc, c'est prévu, voilà, la réponse elle était facile, c'est pour ça que j'avais oublié. C'est prévu le 25 juillet, là,
Donc ils vont être invités à venir ici, hein, et le réalisateur du projet va présenter donc le projet, et une esquisse, et surtout les hauteurs, et en fait l'impact qu'ils pourront avoir ceux qui vivent aujourd'hui et qui vivront demain autour. Quant à l'urbanisation, ben c'est vrai que quand on est dans une commune, on ne peut pas s'empêcher quand même de penser à l'avenir et de faire des projets. Alors, il y a des projets qui voient le jour et puis des projets qui avortent. Il est clair que je vais vous dire exactement ce qui s'est passé dans l'urbanisation de la rue du Nord. En fait, c'était une opération très importante qui reliait la rue Basse pratiquement jusqu'au jeu de boules, hein, avec la réalisation de salles de spectacle, réalisation de logements sociaux, réalisation d'un parking enterré, tout ça. Le fait est que les équipements publics qui avaient été demandés à la CEMEPA à l'époque étaient d'une importance telle qu'en face, il fallait mettre un nombre de logements très important. Et à l'époque, avec l'ancien maire, on avait plutôt décidé de ne pas donner suite, hein, parce que ça provoquait plus entre 120 et 180 logements supplémentaires dans le village. On aurait pu peut-être l'absorber, je ne sais pas, j'en sais rien, mais nous on a préféré ne pas le faire. Voilà. Donc c'est clair que c'était prévu d'enlever tout le talus de l'ancienne poubelle, enfin, il était prévu tout un tas de travaux, de retrouver le terrain initial, enfin, voilà. Et ça par contre on a les études et tout ça, il n'y a aucun souci, mais on avait décidé entre nous quoi, de ne pas aller plus loin parce que ça posait quand même un impact trop important à l'entité villageoise, très proche. Voilà. Donc on nous aurait dit on équilibre les 60 logements, je pense qu'on aurait dit oui. Par contre 120, 180, non, voilà, ça faisait beaucoup. Et bon, c'est quoi l'avenir de cette parcelle-là? Ben, nous pour l'instant, sur la rue du Nord, on n'a pas d'autres comment dire, projets que de lui conforter la notion de parking. Alors peut-être qu'un jour on verra un parking de niveau, j'en sais rien, je ne sais pas, mais ça reste dans ces eaux-là. Il n'y a pas de construction nouvelle de prévu. Il y a d'autres questions? On passe au vote. Alors, on vote sur la délibération 3.2, donc sur le déclassement d'une partie de la parcelle. Est-ce que vous êtes qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de M. Delisle. Ensuite, on vote donc maintenant sur la 3.3, la cession donc à l'euro symbolique des parcelles 9900 du quartier Nord. Qui est pour? Alors, voilà. C'est la rue du Nord. Qu'est-ce que j'ai dit? Quartier Nord, oh là, c'est la métropole. Voilà, ça y est, je suis déjà parti là-bas. Déjà dans la métropole. Donc, qui s'abstient? Monsieur Delisle. Ok. Merci. On passe à la suite. Moi, j'étais pour. Vous avez... non, il a voté pour, monsieur Dubu. Ah oui? Ah non, je me suis arrêté quand vous avez parlé des quartiers Nord. Non, mais il y a monsieur. On va revenir à Philmo. Dans le quartier Nord, non, rue du Nord. Bon, allez. On passe à la délibération suivante. Donc, pareil, une vente à l'euro symbolique d'une parcelle dans le quartier Saint-Français. Daniel va nous expliciter quelles sont les raisons qui ont prévalu à cet échange de parcelles. C'est encore au nord, là. C'est les quartiers nord. Au nord des quartiers nord, j'ai vu ce que c'est. Donc c'est dans le cadre de l'opération de l'entrée de ville, là. Donc on était d'accord, on a eu un protocole d'accord avec ceux qui nous cèdent les terrains pour réaliser cet équipement. Et on s'est aperçu, quand on a fait faire les relevés géomètres précis, on a toujours négocié, nous, sur les valeurs cadastrales. Et on s'est aperçu que, mais c'est courant, paraît-il que c'est courant, lorsqu'on fait la mesure exacte sur le terrain, mais bien souvent, il y a une erreur entre la contenance cadastrale et la réalité sur le terrain. Voilà, donc il est bien évident que là, elle n'était pas à notre profit, puisque, en fait, sur la cession qui avait été dans le compromis, hein, on faisait état de 2000 m², je crois. Et en fait, quand on a fait passer les géomètres experts,
et elle s'est aperçue qu'il manquait 65 mètres carrés. Par rapport à ce qui était cadastral et par rapport à la réalité du terrain. Donc ben, on a décidé de lui donner une bande de 1 mètre, je crois, tout le long, sur notre parcelle à nous, qui est la BM 23, et qui aura donc une contenance de 65 mètres carrés, et de l'échanger pour que le protocole qui avait été fait au départ avec monsieur et madame, je ne dirais pas le nom, ben oui, Brion, voilà, c'est comme le porcelain. Mais on ne le dira pas. Voilà. Et donc pour qu'ils retrouvent la surface qui était prévue au cadastre. Des questions? Non. Bon. Allez, on passe au vote alors. Qui est pour? Bon. Pas de contre, pas d'abstention. Alors, dernière délibération. Alors, c'est la modification des règlements donc, intérieurs pour le centre de loisirs et la restauration périscolaire, lié effectivement à ce que vous avez eu comme information au dernier conseil, à savoir le fait qu'on revienne aux 4 jours, donc on est obligé effectivement de reprendre aussi notre règlement. C'est Béatrice qui va nous en faire le rapport. Alors, suite au décret, donc la commune de Fuveau a demandé auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale une dérogation à l'organisation du temps scolaire pour la rentrée de septembre 2017. Donc, à savoir les mêmes horaires qu'auparavant, c'est-à-dire chaque jour de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Ce changement implique une réorganisation des services municipaux périscolaires et extrascolaires, suppression des nappes, suppression de l'accueil périscolaire du mercredi matin, de 7h30 à 8h30 et du midi de 11h30 à midi et demi. Modification des horaires d'ouverture et de la tarification de l'accueil de loisirs du mercredi, qui sera donc ouvert de 7h30 à 18h30. Taux d'effort identique à ceux appliqués pour les vacances scolaires. Aussi, il convient donc de délibérer les modifications des règlements de fonctionnement de l'accueil de loisirs extrascolaires et de l'accueil de loisirs périscolaires, de la même manière que nous l'avions voté en 2014. Voilà, donc il est proposé d'approuver les règlements intérieurs et d'autoriser Madame le maire à les signer. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez l'ensemble des règlements intérieurs avec les modifications en rouge qui ont été apportées. Alors moi je voudrais juste m'exprimer sur le fait que je vais voter contre. Et pourquoi je vote contre? Parce que je me suis déjà expliqué sur le sujet au dernier conseil. À savoir que je pense qu'il aurait été souhaitable de prendre l'avis de professionnels de santé, d'exposer cet avis aux parents et ensuite donc de prendre le temps et peut-être de ne pas aller trop vite et de ne pas mettre en place et de revenir en arrière dès la rentrée 2017. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Et je voulais savoir si vous aviez eu l'information d'un communiqué de presse qui a été diffusé par l'Association des maires de France, qui va un petit peu dans ce sens, puisqu'il dit qu'il regrette l'impréparation avec laquelle le retour sur la réforme a été élaboré, que cette AMF est soucieuse que les décisions soient prises en compte, dans cette décision soit prise en compte l'intérêt des enfants. L'association insiste sur la nécessité de la conduite d'une évaluation publique conjointe sur les effets globaux des différents modes d'organisation de la semaine scolaire. Je suis assez d'accord avec ça et voilà, je voulais juste m'exprimer sur le sujet. Très bien. D'autres questions? Intervention, monsieur Bubu? Il n'y a pas eu de comité technique en France, du coup, pour en discuter de ces évolutions? Non, il n'y en a pas eu, parce qu'il y a eu une consultation des conseils d'école. Il y a eu, oui. Pardon, il y a eu la consultation. Monsieur Michelosi peut vous rappeler un petit peu la procédure qui a été relativement ardue. Hein. Vas-y, t'as le micro allumé. Débrouillez-vous là. T'as le micro allumé. Vas-y. Alors, on a eu la commission au rythme de l'enfant, on a eu les conseils d'école qui ont eu des moments d'échange, puis le vote qui s'est fait pour formaliser tout ça entre le vendredi et le lundi de la semaine dernière. Il n'y a pas eu de comité technique sur le sujet, parce qu'il y a eu le comité rythme de l'enfant. Et par rapport à la délibération, on a eu l'accord officiel du DAZEN que l'on a reçu par écrit aujourd'hui. On devait le recevoir entre le jeudi et le vendredi, on l'a reçu aujourd'hui. Non, mais c'est pour vous donner de l'avancée totale du dossier.
D'accord. Mais vous êtes aussi les premiers à nous dire que sur ce genre de sujet, il faut que ça passe en comité technique enfance parce que c'est une instance de concertation dans laquelle, sur la partie LSH, c'est pas les conseils d'école qui vont donner leur avis sur le centre, la LSH. C'est le comité technique enfance qui est de compétent pour discuter de ça. Donc là, c'est le comité rythme de l'enfant, qui est un organe parallèle. Et le comité technique, si vous voulez, à partir du moment où les nappes disparaissent, nécessairement, l'accueil de loisirs prend le relais des nappes. De la même manière que c'était instauré depuis 2014. C'est juste pour discuter des tarifs, pour discuter des modalités, etc. Complètement, c'est exactement c'est le principe de l'instance de concertation, on sert à ça. On ne change rien, vous avez lu le document, hein, on reprend exactement les mêmes tarifs, les mêmes conditions qu'il y avait préalablement au NAP. Hein. Exactement. Tout pareil. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, une petite dernière. À l'occasion donc de cette délibération, j'ai lu à nouveau le questionnaire qui avait été fait auprès des parents. Il y a un total de 466 réponses. Est-ce qu'on sait combien de familles on a en tout sur la commune avec des enfants? Parce que comme il y a des fratries, on ne peut pas dire le nombre d'enfants. J'avais précisé le nombre la dernière fois. J'avais précisé le nombre la dernière fois, on est aux alentours de 750. Ça doit être sourd. Combien? Aux alentours de 750, alors c'est peut-être 758, mais c'est grosso modo cet ordre de grandeur. Bien, on procède au vote. Qui est pour? Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du conseil. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et j'espère qu'on n'aura pas de conseil extraordinaire au mois d'août.